lejano nos ha visto nacer, y odio llena el alma hemos traído, mas la patria no la hemos aún perdido, nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido, nuestra patria. Chères joueuses, chers joueurs, pour ceux qui ont l'oreille bien affûtée, vous l'aurez reconnu, il s'agit d'un chant espagnol, il s'agit d'un chant révolutionnaire, il s'agit du chant des brigades internationales, car aujourd'hui, dans ce X-Rules numéro 14, il est question de la guerre d'Espagne avec España 1936, un jeu d'ailleurs d'un éditeur espagnol qui s'appelle Devir, donc nos amis de Devir, qui ont publié ce jeu en 2007. Mais jeux que l'on peut toujours trouver et qui traitent de l'ensemble du conflit de cette guerre d'Espagne, donc 1936-1939, et donc un jeu d'ailleurs d'un auteur qui s'appelle Antonio Catalán, c'est vrai que ça ne s'improvise pas, qui embrasse donc l'ensemble du conflit. Alors, pourquoi ce jeu? Eh bien parce que, comme vous l'avez pris maintenant l'habitude, dans X-Rules, nous sommes là pour vous faire découvrir l'histoire, nous sommes là pour vous faire jouer l'histoire, mais à travers des jeux qui ne sont pas d'un niveau de complexité trop élevé, trop fort. Et c'est le cas d'España 1936, qui est un jeu reprenant le système de ce que l'on appelle des points par points, c'est-à-dire que sur la carte que vous avez sous les yeux, vous allez voir un certain nombre de villes comme Badajoz, Salamanca, Léon, évidemment Madrid, Barcelone et Séville, qui sont les villes principales au cours de cette partie, et qui sont donc représentées par des points et qui sont reliés entre eux. Donc c'est un système un petit peu particulier qui s'affranchit évidemment de tout hexagone ou de toute zone et qui est concentré autour des grandes villes du pays. Ensuite, c'est un jeu qui se joue en un nombre de tours relativement limité, puisque le nombre de tours est indiqué en haut du plan de jeu, 10 tours, pour couvrir les 4 années, enfin un peu moins de 4 ans, mais dans tous les cas les 4 années calendaires du conflit. Et ensuite, bien évidemment, des pions qui vont représenter les unités qui doivent contrôler les villes, ainsi qu'un système additionnel qui est basé sur des cartes. Donc ces cartes qui sont... Alors hop, que je me cale, voilà, ici. Mieux ici, voilà. Donc des cartes qui en fait vont venir agrémenter le jeu d'un certain nombre de petits mécanismes, mais sans verser bien évidemment dans aucune complexité outrancière, pour apporter notamment son lot d'événements historiques et de surprises tactiques lors de la résolution des combats. Donc ce jeu España 1936, je le rappelle, c'est un jeu qui embrasse le conflit, non pas au niveau politique, bien sûr, mais au niveau militaire. À partir du moment où le soulèvement El Golpe donc, se produit avec notamment l'armée espagnole qui était située en Espagne, donc contre le gouvernement républicain, et c'est ce que l'on découvre sur le plan de jeu, c'est la situation à l'issue de ce soulèvement avec un certain nombre d'unités qui seront soit loyales au gouvernement républicain, soit qui donc, participent au coup d'État, avec bien évidemment le concours d'une partie de l'armée régulière espagnole pour prendre le pouvoir. Alors, le but du jeu, donc puisque deux camps s'affrontent, les nationalistes et les républicains, le but du jeu consiste si on n'arrive pas dans un cas de mort subite, ce que je vais expliquer rapidement, à contrôler à la fin de la partie le plus grand nombre de villes objectifs. Les villes objectifs, vous les repérez ici sur le plan de jeu, elles sont en jaune, à la différence des villes que l'on va dire secondaires qui sont en blanc. Donc Murcia, donc c'est la région d'Alicante, est plus importante que Almeria ou Malaga. De la même manière, Séville est plus importante que Cadiz, puisque vous le voyez, les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc ça, ce sont les objectifs en fait réellement stratégiques du jeu, c'est de prendre le contrôle de ces villes, et c'est ce qui est indiqué sur cette partie-ci du plan de jeu.
où vous avez en fait 3 types de marqueurs. Vous avez un marqueur bleu pour les nationalistes, vous avez un marqueur rouge pour les républicains, et vous avez un marqueur blanc pour les villes dites contestées. Donc vous avez en fait 12 villes, donc au début bien évidemment une situation d'équilibre parfait, avec 4, donc villes. Une des conditions de victoire étant que le premier qui vient décrocher la timbale à 8, ici, remporte la victoire automatique, puisqu'on considère qu'il a réussi à mettre la main sur la majeure partie, on va dire, politique ou économique également du pays, et que forcément le parti adverse jette l'éponge. Une autre manière, en effet, de l'emporter, et ça c'est particulièrement réaliste lorsqu'on le connaît un peu, cette histoire de la guerre d'Espagne, c'est la tentative très rapidement de la part des nationalistes de prendre Madrid, donc chef-lieu du gouvernement, et si le nationaliste arrive durant les 4 premiers tours à prendre Madrid, il a une victoire automatique. Donc on sait déjà très bien que s'il y a des combats autour de Madrid, c'est d'autant plus important pour le républicain, bien évidemment, de ne pas céder dans les 4 premiers tours de jeu. Autre point important, quel que soit le camp, si jamais un camp contrôle Barcelone, Madrid et Séville, il l'emporte automatiquement, puisque c'était donc les 3 villes les plus importantes du pays dans le contexte politique de l'époque. Bien évidemment, Barcelone pour les républicains, Séville pour les nationalistes et Madrid en tant que capitale du pays. L'autre point qui est intéressant, et on va le voir dans la répartition des unités, c'est que si à un moment on considère que vous êtes complètement encerclé, que vous n'avez que des petits bouts du pays, vous perdez également la partie, et c'est symbolisé par le fait qu'à partir du moment où vous n'êtes plus capable de relier entre elles 8 villes, que ce soit des villes objectifs, des villes principales ou des villes secondaires, eh bien vous perdez la partie. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer d'ailleurs à la fin de la guerre, lorsque les nationalistes vont réussir, en fait, en passant par Teruel, à couper le front des républicains sur la ville de Castellón, où vous aurez au nord Barcelone, au sud en fait vous aurez Valence, et en fait là ça sonnera vraiment le glas de la résistance républicaine, notamment par des poches qui seront à ce moment-là considérées comme trop petites pour pouvoir justement continuer de mener la lutte. Donc ce sont des éléments qui font que le jeu peut être raccourci. Une partie durant, si vous allez jusqu'à son terme, en fonction évidemment de la rapidité de chaque joueur, mais entre 2 et 3 heures, mais vous avez ces conditions de victoire automatiques. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu long. Maintenant, le jeu en tant que tel et les actions que l'on peut mener sont relativement simples. Et vous allez avoir après le jeu également de ces cartes donc, que l'on a vu et que je vais également vous présenter. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu la carte, les points importants, justement, ce sont, au-delà des villes, la capacité qu'ont les unités ou qu'ont les pions à se déplacer. Et vous avez en fait des lignes rouges qui relient toutes ces villes. Donc par exemple, Cordoba n'est pas relié à Malaga. Si vous voulez aller à Malaga, il faudra passer par Séville, par Cadiz ou alors par Almeria. Ce qui est très important, c'est que justement, c'est ce qui va permettre aux différents joueurs d'essayer de créer des sanctuaires pour pouvoir s'isoler ou pour pouvoir isoler en fait leur adversaire. Et bien évidemment, ça sera aussi votre objectif de faire sauter certains verrous pour pouvoir gagner un petit peu en respiration, et pour pouvoir concentrer vos troupes sur les points névralgiques de l'adversaire. Alors par exemple, il y a une ville qui est très importante en tout début de partie, tiens Germain tu peux t'arrêter là, c'est Badajoz, puisque comme vous le voyez, c'est une ville qui est entre Salamanque et Séville, et là vous avez une unité en fait rouge, donc des républicains, qui empêche la connexion entre le nord et le sud, puisque Ciudad Real est également, coupe le lien entre Tolède et Cordoba. Donc ça, on sait très bien que dès le début, ça va être un des objectifs du nationaliste de faire sauter Badajoz ou Ciudad Real, justement pour pouvoir regrouper ces unités et relâcher la pression qu'il y aura notamment sur Séville. De la même manière, au nord, ici, autour de Teruel et autour de Saragosse, c'est un petit peu la même chose, c'est que si jamais le républicain réussit à expulser le nationaliste, il peut l'isoler à Teruel, il peut l'isoler éventuellement à Huesca ou sur Pamplonne pour pouvoir récupérer en fait la connexion avec le Pays Basque, qui lui-même est quand même largement en fait entouré dès le début de la partie. En revanche, ici, il n'y a pas de mort subite puisque de toute façon sur toute cette région, je reviens sur les conditions de mort subite, vous avez plus de 8 villes qui sont interconnectées. Donc ça signifie que bien évidemment les combats sur le Pays Basque se poursuivent.
Alors, ça c'est sur la présentation en fait, générale du plan de jeu. Sur ce plan de jeu, vous voyez deux pays, la France et le Portugal, qui sont indiqués bien évidemment étant aux frontières naturelles de l'Espagne. En revanche, ces pays n'interviennent pas directement, d'ailleurs on ne peut pas s'y rendre. Ils vont intervenir éventuellement à travers le jeu de certaines cartes. Alors, il faut se remettre en fait dans le contexte historique de l'époque, c'est que, et c'est ce que l'on va voir à travers les cartes, et c'est ce que l'on va voir à travers les unités, vous avez, à travers la guerre d'Espagne, un affrontement entre deux blocs, un bloc autoritaire, aidé par les pays donc fascistes que sont évidemment l'Italie et l'Allemagne. Et vous avez à l'inverse les républicains qui vont être aidés notamment par l'Union soviétique et également par en fait, donc, des groupes de volontaires, donc ces fameuses brigades internationales qui vont regrouper un ensemble de militaires, dans tous les cas de civils qui vont décider de prendre les armes pour venir aider la République à se maintenir. Alors, ceci interviendra à travers en effet la présence de pions et également à travers la présence des cartes. Alors justement, pour montrer un petit peu la richesse du jeu, parce que c'est quand même un jeu d'histoire, vous avez un certain nombre de types d'unités qui sont représentés. Alors, parmi les unités, là je commence par les nationalistes, parmi les unités des nationalistes, vous allez avoir, je pense que c'est assez simple en fait de le présenter ici, alors en caméra déportée, voilà, ici. Vous allez avoir bien évidemment l'armée régulière, qui passe donc du côté des généraux donc, qui fomentent le coup d'État. Vous avez ensuite l'armée d'Afrique, qui est constituée par la Légion espagnole, parce qu'on pense toujours à la Légion étrangère française, mais il faut savoir que les Espagnols avaient constitué également une armée donc, dite de Légion, qui combattait au Maroc, et qui avait pour vocation, comme la Légion étrangère, donc, de combattre en dehors de l'Espagne. Vous avez l'armée d'Afrique, donc qui étaient les troupes régulières installées notamment au Maroc. Vous avez ensuite, dès le début du conflit, vous avez deux factions politiques qui interviennent, qui sont les phalanges, et vous avez donc les carlistes, donc les fidèles du roi. Vous aurez après un pion qui pourra intervenir, qui est le pion italien, puisque c'est le fameux le corps de troupes italien qui est intervenu lourdement, c'est plus de 50 000 hommes que Mussolini a décidé d'envoyer soutenir Franco au cours en fait de notamment, alors c'est au cours de 1937, mais ils arrivent assez rapidement et il va monter en puissance. Pour ceux qui voudraient vous savoir ce qui se passe avec la fameuse Légion Condor, en fait ces gens-là interviennent à travers certaines cartes, mais n'interviennent pas sous forme de pions, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, et ils étaient essentiellement représentés par de l'aviation ou des conseillers au sol. Du côté des républicains, on va avoir bien évidemment l'armée régulière, donc celle qui est largement fidèle d'ailleurs à la République. Ce qui se passe, c'est que ce sont surtout les cadres et les officiers qui vont passer du côté de Franco et des autres généraux. D'ailleurs, ce qui se fera cruellement sentir durant les opérations militaires, parce que bien évidemment, sans encadrement, c'est tout de suite plus compliqué de mener et de monter des attaques. Vous avez ensuite l'armée du Pays Basque qui va se constituer, vous avez les milices anarchistes, vous avez les milices communistes, et enfin, vous avez ces fameuses brigades internationales qui sont représentées ici par ce pion. Alors ça, ce sont les différents pions qui donnent bien évidemment toute la saveur au jeu et qui vont avoir un certain impact, bien évidemment, lors de la partie, car ils peuvent intervenir sous forme de renfort, ils peuvent avoir des bonus ou des malus au dé en fonction de leur professionnalisme au combat. Ils arrivent aussi en nombre limité, c'est le cas par exemple des Italiens qu'on ne peut pas faire pousser comme ça, comme on veut, bien évidemment pour être fidèle à l'histoire. Alors vous aurez après deux types d'autres pions. Attendez que je vais montrer ici, voilà, c'est bon. Alors vous aurez des pions de soutien qui sont représentés par exemple par des chars, parce qu'il y a eu quelques chars qui sont intervenus, et notamment des avions. Il y a un grand nombre d'avions qui ont combattu, notamment en appui au sol, des deux côtés d'ailleurs. Et le dernier pion, et ça c'est un pion crucial, très important, ici on a l'exemple en fait, c'est un pion général, c'est le général anarchiste Durruti, qui est représenté en fait par ce pion hexagonal avec les trois petites étoiles et puis l'épée et la canne donc entrecroisées. Et ces pions donc ont un intérêt particulièrement important sur la partie.
Voilà, donc ça, c'est la présentation en effet des intervenants, sachant que les pions généraux, évidemment, sont les pions des généraux sont ceux qui ont combattu. Donc on retrouvera le pion de Franco, ainsi que celui de Mola ou côté ou Varela côté nationaliste. Ensuite, comme je vous le disais, et là c'est au niveau de la règle et au niveau en effet de la complexité du jeu. La règle, elle fait 8 pages. Voilà, 8 pages de règles, on en revient toujours au même. C'est largement ce que vous lisez lorsque vous attaquez un jeu de société de complexité moyenne. Vous avez une mise en page avec justement ce que vous êtes en train de découvrir, c'est-à-dire une mise en place. Vous avez 2 scénarios, un scénario 36, un scénario 38, et vous aurez après des règles avancées pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Donc je ne présenterai pas dans cet X-Rules, qui concerne notamment tout ce qui a trait aux batailles, enfin à la marine, aux batailles navales qui ont eu lieu, notamment pour pouvoir bloquer l'arrivée des renforts et l'arrivée du matériel de part et d'autre. Donc là, c'est un bloc de règles à part, un petit peu plus complexe, qui d'ailleurs évidemment rend le jeu beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que bon, dans le cadre de la découverte et dans le cadre de l'initiation à ce jeu, c'est pas utile dans tous les cas d'y jouer, on s'amuse déjà largement sans. Enfin, juste à la fin, ce que j'apprécie toujours, c'est que vous avez une présentation rapide de la guerre d'Espagne. Alors, c'est bien évident, ça vous incite plus à vous documenter. J'espère qu'un jour, je pourrai inviter un historien lors d'un alinéa pour parler justement de cette guerre d'Espagne. Mais là, vous avez une référence rapide, vous voyez, en 2 pages, sur ce conflit. Donc, jeu qui s'apprend rapidement, comme je vous l'ai dit, une partie entre 2 et 3 heures en fonction de la vitesse à laquelle jouent les joueurs, voire même avant s'il y a des causes de mort subite. Alors maintenant que l'on a présenté en effet les pions, je vais vous présenter les cartes. Alors les cartes sont relativement fidèles bien évidemment à ce qui s'est passé. Vous avez ici un petit trait qui sépare en fait 2 périodes, 36-37 de 38-39. Les deux camps vont avoir à peu près la même structure de paquet, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes 36-37, vous les voyez ici, et puis vous aurez plus tard des cartes 38-39, c'est la même chose. C'est ce qui va montrer bien évidemment la montée en puissance du conflit, avec des cartes de plus en plus justement puissantes, avec des effets de plus en plus forts, et c'est ce qui va permettre également de ne pas non plus tomber dans des aberrations historiques, car ce qui s'est passé en 39 ne pouvait pas arriver en 36. Je pense que ça, c'est aisé à comprendre. Donc, vous jouerez avec 2 paquets de cartes. Et lorsque vous arriverez d'ailleurs à la fin de 1937, les cartes qui vous resteront en main seront défaussées et vous repartirez avec en fait un nouveau jeu qui correspondra à la nouvelle période historique. Donc ça, c'est très bien vu parce que là encore, ça renforce ce côté historique autour des cartes. Alors, les cartes que vous aurez en main, ce sont des cartes, bien évidemment, qui sont spécifiques à chaque camp. Et ces cartes ont 3 informations. Alors, par exemple, je prends celle-ci. Alors, je viens, voilà, hop, en caméra déportée, voilà, ici. Donc, ici, sur cette carte, qui est une carte, en fait, républicaine, vous avez en fait un petit texte historique qui vous dit l'année, ce qui s'est passé en novembre 36, donc dès la création des brigades mixtes et la mobilisation en fait de milices. Alors vous avez un effet qui est associé à cette explication qui vous dit que vous pouvez changer des unités qui valent en fait 1 ou 2 en unités qui valent 3. Donc ça veut dire qu'elles sont plus fortes. Donc bien évidemment ça signifie en fait que vous jouez un événement qui va vous permettre d'avoir des renforts. Ou vous pouvez bien évidemment garder cette carte pour un deuxième effet qui est un effet lié au combat. Et cet effet lié au combat, vous pouvez le jouer de 2 manières. Vous pouvez le jouer soit en attaque, c'est un bonus, soit en défense, lorsque donc, vous êtes attaqué, ce qui devient une pénalité à votre adversaire. Donc le noir, c'est un bonus, le rouge sera la pénalité. Donc vous avez une certaine flexibilité dans le jeu de la carte. Alors ça devrait rappeler un certain nombre de jeux. Bien évidemment, ceux qui connaissent notamment la guerre de l'anneau retrouveront exactement le même système, c'est-à-dire vous jouez soit l'événement, soit en fait pour améliorer votre camp, soit vous jouerez au bas de la carte les bonus ou les pénalités des combats. Donc ça, c'est la manière dont sont présentées les cartes. Alors, quasiment toutes les cartes sont uniques, vous permettent ici de faire venir des renforts en matériel.
Voilà, ici, donc, on voit du renfort matériel avec des avions ou des chars. Vous pouvez, bien évidemment, faire venir les fameuses brigades internationales. Voilà, donc 1937. Donc là, vous pouvez faire rentrer, ici, vous pouvez faire passer une unité de 3 à 5, c'est pour signifier des renforts. Vous pouvez venir faire rentrer un nouveau général. Ici, c'est Lister. Ici, vous avez un événement donc, qui vous donne en fait le contrôle immédiat de la Cantabrique. Donc, ce qui était en fait un élément lorsqu'on joue avec les règles navales, etc., etc. Et du côté nationaliste, vous retrouverez la même structure en fait de cartes. C'est-à-dire, voilà, par exemple ici, vous avez une unité de phalangistes que vous pouvez faire rentrer en compte. Ici, vous avez les Italiens qui arrivent en renfort, donc dès fin 36 à Cadiz. Donc, si, bien évidemment, it's friendly, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite condition. Ensuite, vous avez évidemment du côté des nationalistes, là également, du matériel, des avions, des chars. Et puis, vous pouvez avoir des événements. Alors, par exemple, ça, c'est un événement qui est particulièrement dur. C'est des émeutes à Barcelone entre les communistes et les anarchistes. Donc, pour ceux, évidemment, qui ont vu un film qui s'appelle, je crois, de Ken Loach, Le vent se lève, si je ne dis pas de bêtises, ça, ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il explique. C'est comment certaines factions, côté républicain, se sont entretuées, se sont battues entre elles. Et là, cette carte autorise le joueur nationaliste à vous demander de vous séparer de 3 unités de milice, n'importe où sur la carte. Alors c'est vrai que rapidement, ça peut créer des trous, et en tous les cas, c'est une carte qui est très puissante de son côté, et ça reprend cet événement historique. Alors maintenant que je vous ai présenté le plan de jeu, les unités, et puis bien évidemment quels étaient les objectifs, quelles sont les actions que vous pouvez mener de part et d'autre? C'est en fait assez simple. Il y a grosso modo 3 actions. Le déplacement, donc déplacer ses troupes avec certaines contraintes. Les combats, qui ne sont finalement pas si nombreux que ça parce qu'ils sont réglés sur l'emploi des généraux, d'où l'importance des généraux, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, vous aurez une phase également de remplacement pour pouvoir renouveler vos troupes avant de pouvoir jouer des cartes. Alors, pour vous déplacer dans ce jeu, vous avez en fait une situation qui est assez simple, c'est que chaque ville est soit contrôlée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faction adverse, c'est-à-dire Barcelone ou Salamanque, soit est une ville en fait qui est contestée. Par exemple, Huesca. Huesca, vous voyez que c'est contesté puisque vous avez en fait une unité de chaque. Alors, à partir du moment où vous êtes dans une ville qui vous appartient, ou par exemple Lugo, où vous avez cette unité de phalangistes, vous pouvez vous déplacer sur toute la carte sans vous arrêter, parce qu'on considère en fait, parce que bien évidemment les tours de jeu durent à peu près, ici on est sur des tours de jeu de 3 à 4 mois, donc il faut considérer que vous utilisez le train, vous utilisez des camions, vous n'êtes pas à pied, puis vous avez le temps, donc vous pouvez vous déplacer où vous voulez. En revanche, vous serez bloqué dès que vous rentrerez dans une zone contrôlée par votre ennemi, que vous ayez un jeton de contrôle, ou que vous ayez par exemple une unité. Donc là, vous serez obligé de vous arrêter. Donc, j'en reviens à l'explication de Badajoz, qui coupe littéralement le nord du sud de l'Espagne pour les nationalistes. Si vous êtes, à l'inverse, déjà, on va dire, scotché, collé, c'est-à-dire engagé dans une pièce contestée comme Cordoba, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de vous déplacer. Alors, lorsque vous n'avez qu'une seule unité, il est hors de question d'abandonner volontairement cette zone. Donc là, vous ne pouvez même pas vous déplacer. Donc ça, c'est une règle qui est d'ailleurs assez réaliste. Le nationaliste comme le républicain ne vont pas abandonner une zone, même si on peut considérer que stratégiquement, on pourrait le faire, mais là, ce n'est pas pris en compte. Donc vous ne pouvez le faire que lorsque vous avez plusieurs unités, comme par exemple à Madrid. Et là, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes donc dans cette zone, vous pouvez vous déplacer, mais vous pouvez vous déplacer en fait que d'une seule ville autour, parce que l'on considère que bien évidemment, il faut que vous ayez le temps de vous extraire. Donc ça signifie que les mouvements sont beaucoup plus lents. Donc lorsque vous êtes quelque part dans une zone contestée, vous êtes un peu scotché, vous êtes bloqué. Et si jamais vous voulez en effet vous déplacer par exemple de Saragosse, ce que vous pouvez faire ici, vous allez par exemple à Pamplonne, mais j'essaie de prendre un autre exemple qui n'est pas si évident, c'est que par exemple de Huesca, si j'avais 2 unités à Huesca, je ne pourrais pas aller directement à Lérida, parce que je viens justement d'une zone qui est déjà contestée. Donc ça signifie que ici je peux m'extraire et je peux aller sur une zone qui est soit
ami soit sur une zone en fait, qui est contestée, mais je ne peux pas directement aller dans une zone qui est ennemie. Et j'en reviens donc à cette notion très importante de sanctuaire qui font que, par exemple, ici, la ligne de défense, elle n'est pas ici, la ligne de défense, elle est là, très clairement. Mais ça signifie que si à un moment, par exemple, ça devait sauter à Teruel, ça veut dire que vous aurez la possibilité d'aller à Tarragone et voire après à Barcelone. Et là, c'est un peu la catastrophe pour le républicain. Donc cette notion de déplacement est fondamentale parce que ça signifie que vous devez mettre des troupes aux endroits un peu clés pour les contrôler, pour éviter en effet d'avoir des unités qui puissent vous contourner et venir en fait vous prendre à revers. Et ça signifie aussi que vous devez avoir un certain nombre de troupes pour pouvoir justement éventuellement les libérer et aller mener des actions ailleurs. Donc c'est un jeu qui reprend quand même ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne. On a ce sentiment d'un peu de lourdeur, d'un peu de sentiment d'être un peu englué dans des combats et de se battre zone par zone et donc de faire aussi du grignotage en essayant de prendre des points clés. Et ça, c'est très bien rendu dans le jeu à travers en fait, cette règle. En ce qui concerne les chars, alors les chars se déplacent comme l'infanterie. Pour les avions, c'est un cas un petit peu particulier. Là, les avions sont déjà placés, on en voit un notamment à Séville. Vous les récupérez en fait en fin de tour et vous les placerez où vous voudrez, puisque bien évidemment, les avions n'ont pas de contraintes de déplacement terrestre. Ce sera la même chose pour les généraux. Vous les aurez ici, ils sont déjà placés, mais à la fin du premier tour, vous les récupérez et vous les placez. Et ça, c'est une phase en fait, de jeu à part entière. Parce que justement, ce sont les généraux qui vont vous permettre d'initier en fait, des combats. Donc, cette phase de mouvement, elle est relativement simple. Maintenant, elle induit évidemment un petit côté de complexité, c'est savoir à quel endroit je laisse mes troupes, combien je laisse de troupes, où les regroupe-je pour pouvoir mener une attaque, parce que mes attaques donc, ne vont pouvoir être faites qu'à l'aide de mes généraux. Donc la première phase, c'est le mouvement du nationaliste. La deuxième phase, c'est le mouvement du républicain. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on va rentrer dans la troisième phase, qui est celle où l'on va placer en fait, ces généraux. Alors les généraux nationalistes et ensuite les généraux républicains. Donc il faut penser avec un coup d'avance, puisque seules les villes qui ont un général peuvent en fait attaquer. Donc les généraux, ils servent à coordonner, attaquer, ils viennent avec un état-major, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et ils permettent en fait d'organiser et de mener des attaques. Donc vous vous rendez compte en début de partie que, par exemple, les nationalistes n'ont que 2 généraux, les autres étant en fait coincés au Maroc, alors après on va revenir sur cet aspect-là, et en revanche, les républicains en ont 3, Durruti, Miara et Rojo, et qui donc permettent éventuellement de mener 3 attaques, c'est-à-dire que vous n'êtes pas limité dans votre nombre d'attaques, mais c'est le nombre de généraux qui vous limite. Donc en l'occurrence 2 pour le moment pour les nationalistes, 3 pour les républicains. Et c'est très simple, c'est que lorsque vous avez un général qui est ici, lorsque vous allez l'activer, et vous l'activez tour par tour, ce qui permet en fait de ne pas jouer complètement une séquence en subissant complètement les choix de l'adversaire, vous allez en fait activer cette ville. Donc par exemple, c'est toujours le nationaliste qui débute. Si Mola, à l'issue de son déplacement, ce qui ne serait pas forcément le cas, parce qu'ici il a seulement une unité, mais décide de rester ici et décide d'attaquer donc les milices communistes qui lui font face à Guadalajara, et bien en fait vous considérez qu'il est actif, vous retournez son pion, paf, il passe du côté gris, donc gris ça veut dire neutre, et ça veut dire qu'il a été activé, donc on ne peut pas l'activer une deuxième fois. Ensuite ce sera au tour du républicain, soit d'attaquer, soit de passer son tour. Donc par exemple si Durruti, on ne veut pas qu'il attaque, bon, on le retourne. Voilà, on considère qu'il a agi, c'est fait. Et c'est un petit jeu de va-et-vient. Donc c'est pour ça que je dis que les tours de jeu sont quand même assez rapides, parce qu'une fois qu'on s'est déplacé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a planifié. Le système ensuite des combats est là encore particulièrement simple, pas de grosses tables de combat, on touche sur 5-6. Alors on a des dés, hein, on a une brouette de dés, on touche sur 5-6, ça c'est un système qui est bien connu dans un certain nombre de jeux, et on va toujours avoir un combat entre 2 unités. Donc ce n'est pas l'ensemble des unités qui combat, ce sont 2 unités que l'on choisit. Et comme vous le voyez, au début, on démarre un peu, on va dire, avec des gars pas hyper costauds, hein, pour être gentil. C'est des 1 et des 2. Plus tard dans la partie, on va réussir à monter avec des unités qui vont être constituées à 3, voire à 5, et qui permettent de taper beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a une unité à 1, eh ben on lance 1 dé. Ouais. Et quand on a une unité à 2, on lance 2 dés. Ouais, c'est pour... Alors à 5, on lance 5 dés. C'est pour ça que vous avez 5 dés. Et c'est pour ça que vous avez 5 dés au maximum, parce que de toute façon, vous ne pouvez combattre que d'une unité contre une autre. Donc, au début, il faut faire quand même très attention, parce que si je prends une perte, par exemple, je ne sais pas, moi je prends un exemple, on combattrait à Cordoba, ben là je saute. Donc ça veut dire que là, le nationaliste, il récupère Cordoba sans coup férir. Et c'est à ce moment-là que l'on va en fait comprendre et savourer toute l'importance, 1, des chefs, 2, en fait des soutiens, ce que l'on appelle les soutiens, donc ce sont les avions et les chars, et bien évidemment des cartes dites tactiques.
Alors vous avez des chefs qui sont assez bons, donc je sais pas, je prends l'exemple de Mola côté, voilà, ici je le mets là, tiens, ouais. Lui il a +1, donc ça veut dire qu'il va donner +1 au dé, à un dé au choix en fait du nationaliste. Et en face vous avez Durruti, alors Durruti lui manifestement c'est pas le même niveau, lui là il vaut -1, vous voyez il a -1 là. Donc lui il appliquera -1 au dé le plus fort des gens qui combattent avec lui, parce que les anarchistes, manifestement, ils n'étaient pas autant disciplinés que l'armée régulière. Donc là, pour l'inverse, c'est un petit peu dur, donc on évite de faire n'importe quoi, hein, puisque je le répète, on touche sur 5-6. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, vous allez avoir, donc ici, des avions. Alors les avions, c'est pas compliqué, ça vous permet en fait, voilà, hop, ça c'est un avion donc, qui vient de Russie, de lancer un dé supplémentaire. Alors ça, c'est vachement bien. Parce que quand j'ai une unité à 1, je lance 2 dés. Si le gars en face, il n'a qu'un seul dé à faire, j'ai plus de chances forcément de toucher. Alors, vous avez un petit chiffre ici, parce qu'on peut avoir des combats aériens. Donc, c'est le chiffre qui est symbolisé ici, c'est qu'avant de résoudre l'intervention d'un avion, si vous avez 2 avions face à face, il y a un combat aérien, qui est d'ailleurs assez violent, et qui souvent résulte dans l'élimination de l'avion adverse, mais qui peut avoir lieu et qui est pris en compte. Et enfin, vous aurez, par exemple, donc, les chars. Alors les chars, ici on a des bons T-26 soviétiques, qui sont là encore des chars donc pour les républicains, et qui eux rajoutent +2. Alors eux c'est +2 au dé. Donc si vous faites en fait par exemple ici le rapport de force, on va dire en prenant, voilà, voilà, on va prendre ces unités ici, alors ce qui est totalement improbable, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Ça signifierait que dans ce cadre-là, je place tout ceci ici, on va dire que c'est quand même Durruti qui attaque, hein, parce que Mola ne ferait pas la bêtise d'attaquer dans ces circonstances, mais il attaque, donc hop, il va être brûlé. Donc en fait, je prends 2 dés pour mes anarchistes, je prends un dé supplémentaire pour mon avion, ici, et ce que l'on voit, c'est que Durruti, il a -1, mes copains anarchistes, ils ont aussi -1 qui va s'appliquer au dé le plus fort, mais en revanche, comme je suis soutenu par un char, j'ai +2. Donc je vais pouvoir à un moment essayer de contrebalancer. En face, j'ai un dé qui vient pour l'armée régulière, voilà lui, et Mola qui a +1. Et comment ça va se passer? Très simplement, simultanément, on va lancer les dés. Donc là, je lance. Alors là, c'est un résultat catastrophique, hein. C'est super. Donc là, je suis à 4. Je fais 2-1, voilà, c'est bien nul. Alors là, 4, donc je prends -2, paf, je tombe à 2. Même avec mon +2 en charge, je remonte à 4, donc de toute façon, hors de question que je touche l'unité adverse. Lui, en revanche, il lance son dé. Il est nul aussi, hein. C'est bon, tout le monde est mauvais en ce début de guerre. Il a 1 + 1, ça fait 2. Mais par exemple, s'il avait fait 5, il était à +1 et donc il montait à 6. Et ici, paf, je prenais une perte et je passais à 1. Bon, alors là, je m'en sors. Maintenant, s'il lance 2 dés, je peux exploser. D'où l'importance, bien évidemment, d'avoir quand même des unités en réserve. Alors, et puis, bien évidemment, de pouvoir après venir jouer sur ces éléments avec les unités en soutien. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que lorsqu'on a activé une zone, donc par exemple Saragosse, on peut attaquer autant de fois que l'on a d'unités. Et c'est ça la particularité du jeu, c'est que si par exemple au début des combats, Miara il essaye d'attaquer de Madrid à Madrid, ou l'inverse, si un général nationaliste vient à Madrid, il pourra attaquer 3 fois. Alors il va faire des attaques à 1 à chaque fois, mais il peut essayer d'user son adversaire. Alors, en début de partie, c'est un petit peu compliqué, on va se concentrer sur on va essayer de faire des combats beaucoup plus restreints, genre Badajoz, comme je l'ai déjà dit, Saragosse, voire peut-être pour le nationaliste aller tenter de prendre Santander pour vraiment complètement isoler et empêcher les renforts au Pays Basque, ou alors de Cadiz attaquer Malaga. Enfin voilà, il y a des ouvertures, il y a des options, mais c'est vrai que les combats en fait peuvent être assez redoutables. Donc, dernier élément que je n'ai pas encore présenté, ce sont donc nos fameuses cartes. Voilà, donc là je reviens sur ma petite carte. Voilà, donc mes fameuses cartes. En commençant par l'attaquant, je choisis ou non de jouer une carte. Alors le défenseur va en jouer une, ou pas, il décide. Et ici, si je suis l'attaquant, vous voyez, là j'ai un bonus. Je lance, j'ai +2 à un dé. Alors là ça change tout, parce que de mon 4, je passe à 6. Et si l'adversaire n'a pas joué, lui il a beau m'avoir fait subir une perte, là il saute, paf. Donc je peux remporter le combat. Maintenant, ça m'a coûté une carte, hein, au détriment d'un événement. Évidemment, le nationaliste peut jouer sa carte. Alors par exemple, imaginons qu'il joue cette carte. Voilà, on verra. Et puis là, lui, il dit -D to 1 die. Alors mon 2, il est annulé. Voilà, et donc je reviens à 4, donc je ne l'ai pas éliminé. Bon, il a également dépensé une carte. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez jouer une carte par combat.
Et c'est vrai que vous avez toujours ce choix à effectuer entre, eh bien, est-ce que je garde ma carte pour les faits, qui peut être assez important, hein, ou est-ce que, bien évidemment, je la joue pour un combat qui, bah, évidemment, lui aussi a son importance. Donc voilà, les combats sont sont rapides puisque ça se fait en un tour, et ensuite on peut passer à un deuxième combat. Donc vous le voyez, il n'y a pas énormément de généraux, vous n'êtes pas du tout obligé de combattre, vous pouvez vous renforcer, et vous procédez en fait au résultat. Et une fois que tous les combats sont finis, eh bien, on fait l'état des lieux du tour de jeu. On fait varier les curseurs autour des villes, notamment les villes objectifs, hein, on ne parle pas des villes secondaires, pour voir qui est en train de prendre l'ascendant, sachant que c'est toujours une somme à 12. Donc si ici je monte à 5, forcément je suis passé à 3 ici, ou alors ici je suis passé à 3, enfin, pour arriver à 12. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une autre phase qui est la phase justement des événements. C'est à ce moment-là que vous pourrez jouer vos événements. Alors vos événements, vous pouvez en jouer 3 maximum par tour. Donc vous démarrez avec 6 cartes sur le premier tour. D'ailleurs, c'est indiqué ici, hein, c'est intelligent. Donc 6. Ensuite, vous piochez 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Là, vous faites le ménage. Là, on repasse à 6, 3, 3, 3, 3 et jusqu'au bout. Alors vous allez vous rendre compte en effet que rapidement vos cartes elles sont quand même très importantes parce que lorsque j'ai 6 cartes, si je commence à les brûler en combat, il ne me restera pas d'événements, mais surtout je ne vais plus en avoir beaucoup par la suite. Et c'est la même chose en fait pour les événements. Je peux en jouer 3 maximum, ça c'est pour éviter évidemment les effets donc où on va complètement déborder un camp par le jeu des cartes. Donc pour rester réaliste, vous pouvez bien évidemment les garder en effet pour avoir des effets de masse. Où on va submerger en effet peut-être le camp adverse dans une région. Mais dans tous les cas, ces cartes, une fois qu'elles sont jouées, ben, vous les avez plus en main. Vous pouvez en avoir 8 maximum en main, donc on ne peut pas non plus justement à un moment vraiment surprendre l'adversaire, mais il faut savoir très stratégiquement comment on va jouer ces cartes qui sont un élément en fait essentiel et de la gestion de votre camp dans la partie. Une fois que vous aurez décidé de jouer vos cartes, ça vous les jouez en fait là encore l'un après l'autre, on va passer dans la phase en fait de remplacement qui est indiquée faite par un R, tous les tours impairs, donc vous n'en avez pas tant que ça. Et durant cette phase de remplacement, vous allez pouvoir essayer de reconstruire vos unités. Alors ça va dépendre en fait du nombre de villes que vous contrôlez. Donc au début on en contrôle 4, donc si au début il y en a 4, vous aurez chacun 4. Et 4, vous allez pouvoir notamment vous allez pouvoir augmenter la qualité, la force en fait de vos pions ou faire rentrer des unités en jeu en sus bien évidemment de ce qui est indiqué dans la carte. Donc les cartes peuvent vous rapporter des unités, mais vous pouvez quand même les entretenir. Sachant que bien évidemment, d'où l'importance des villes objectifs, puisque plus à un moment votre camp va commencer à subir, moins vous aurez de villes objectifs et moins vous aurez de remplacements, ce qui paraît assez cohérent. Et c'est pour ça que les combats sont âpres sur toutes les zones en fait jaunes que sont ces villes principales espagnoles. Et lorsque vous avez effectué donc cette partie, eh bien, vous passez au tour suivant et vous déroulez votre jeu. Alors dans les aides de jeu, il y a une aide de jeu pour les gros combats qui ont lieu notamment en milieu de partie. Donc je le montre. Donc ça aussi c'est bien vu, c'est bien pensé. Ça permet en fait de placer tous ces pions, de placer tous les éléments. Sachant que, comme c'est indiqué ici, je le précise, on ne peut pas combattre plus de 4 fois parce que c'est le nombre maximum d'unités qui sont présentes dans une ville, c'est 4. Donc on ne peut pas non plus faire un paquet de 8 unités, voilà, par exemple du côté républicain à Madrid pour être certain que l'autre ne passera pas. Donc c'est 4 maximum, mais après je ne suis pas obligé de toutes les faire combattre comme on l'a vu. Voilà, donc Espagna 1936, c'est un jeu, donc, comme on dit, de point par point. C'est un jeu avec des cartes, avec énormément d'événements. C'est un jeu qui vous fait vraiment revivre à travers tout le contexte historique et à travers toute la mise en scène ce conflit. Moi, j'estime bien évidemment que pour débuter dans les jeux de simulation historique, pour ceux que cette période intéresse, c'est vraiment un très bon jeu. Ceux qui s'intéressent à la guerre d'Espagne, sachez qu'il y a d'autres jeux plus compliqués, notamment des jeux qui ont paru chez Compass Game. Je sais qu'il y a également un jeu qui se joue en solitaire, mais je ne l'ai pas testé, qui a été publié aux éditions du Griffon. Donc Griffon, dont on avait déjà parlé dans un autre X-Rules sur Mongol, puisqu'il s'est spécialisé dans ce domaine. Donc vous avez quand même quelques jeux. Il y a un petit jeu de cartes que j'ai trouvé, je n'ai pas encore suffisamment approfondi pour vous en parler, qui parle du conflit, et là encore très fortement thématisé, donc ce sera peut-être une occasion aussi de le voir, parce que c'est un conflit qui est connu par, bien évidemment,
l'arrivée au pouvoir de Franco, qui est resté jusqu'en 74, 75, ouais, c'est ça, hein, par bien évidemment des tableaux, Guernica, qui est sans doute l'un des tableaux les plus connus au monde, mais qui n'est pas forcément très bien maîtrisé en termes de politique et en termes en effet de situation géographique et d'événements militaires. Voilà, donc c'était Espagna 1936 de nos amis de Devir, qui sont donc d'ailleurs catalans, de la part de Monsieur Catalan, ça ne s'invente pas comme je l'ai déjà dit. Et c'est vrai qu'on va terminer ce X-Rules avec une petite musique un peu particulière parce que c'est Franco qui l'a emporté. Alors on va écouter le chant de la Légion espagnole. Voilà.